Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Michael Huguin. Je suis le chef du service qualité gestion des risques, à l'hôpital des armées à Brest. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagné, puisque c'est un travail de groupe, je suis accompagné d'Alizé Allemand, qui est étudiante ESIAB, qui a travaillé sur le sujet que je vais vous présenter. Géraldine Lequat, qui est infirmière, qui est intervenue tout à l'heure. Madame Pichon-Sandrine, qui est donc notre représentante des usagers, et Monsieur Serge Richard, qui est le responsable qualité au sein de notre établissement. Alors donc le sujet que nous avons détaillé, c'est un presque accident lors d'une erreur médicamenteuse qui est liée à une interruption de tâche lors de l'administration d'un médicament à risque chez une patiente âgée. Alors, l'hôpital d'instruction des armées, petit point. Donc nous sommes situés en plein cœur de Brest. Nous avons 141 lits et places. Nous sommes constitués de 3 pôles, le pôle médecine, psychiatrie, SMR, le pôle chirurgie, bloc opératoire, anesthésie, réanimation et urgence, ainsi que le pôle médico-technique. Alors nos missions, elles sont doubles, surtout. Donc on a une mission régalienne qui est un soutien des forces des armées, dans lequel on apporte des soins médicaux et chirurgicaux spécialisés, ainsi que des moyens d'expertise. Et nous participons également à l'offre publique de soins, c'est-à-dire que notre hôpital est ouvert à l'ensemble des assurés sociaux, donc aux civils également. Et donc au sein de l'hôpital, il y a en personnel des militaires ainsi que du personnel civil. Ça répond à votre question un peu? Oui, oui, tout à fait. Concernant le contexte de l'événement, c'est un presque accident qui est survenu dans un service de médecine en cardiologie. Donc il y a eu une interruption de tâche lors de l'administration d'un médicament et ça concernait 2 patientes avec un traitement médicamenteux quasiment identique et en plus dont les chambres étaient très proches. Donc pour la chambre 321, nous avions Madame YU de 82 ans qui avait un traitement de furosémide, ramipril et bisoprolol. Et à côté, en chambre 322, Madame ZE qui avait 81 ans, qui avait du furosémide, ramipril, bisoprolol et en plus, elle avait l'apixaban qui est donc un anticoagulant et qui est classé chez nous médicament à risque. Donc, il est bien identifié comme tel dans notre procédure et dans les listes affichées dans les salles de soins. Alors, la chronologie des faits, alors c'est pas toujours facile à suivre, mais en fait, il y a eu un anticoagulant de prescrit à Madame ZE qui n'était pas renseigné sur la demande d'analyse sanguine, qui est donc nécessaire pour que les laborantins puissent en fait pratiquer les dosages nécessaires. Ensuite, donc l'infirmière s'est présentée devant la chambre de Madame YU et a vérifié le dossier de soins, donc dans le dossier de soins informatisé. Donc, elle a vérifié le traitement. Pendant ce temps-là, un technicien de laboratoire a appelé à l'infirmière qui était en train de vérifier l'ordonnance pour connaître le nom de l'anticoagulant de l'autre personne, donc Madame ZE, donc pour réaliser l'INR. Donc l'infirmière a interrompu sa vérification du pellulier et a visualisé donc le dossier de soins informatisé de la patiente concernée et a donné l'information au technicien. Ensuite, l'infirmière a repris son administration qu'elle avait interrompue en gardant le pilier et le dossier de soins informatisé de Madame ZE. Quelques temps après, donc l'infirmière a vérifié l'ensemble des médicaments pour Madame YU. Alors j'espère que vous arrivez à suivre parce que c'est pas toujours facile. Et le dossier de Madame ZE était encore ouvert. Donc elle s'est présentée dans la chambre 321 pour administrer les médicaments de Madame YU. L'infirmière a vérifié l'identité de Madame YU. C'est un point
l'on soulèvera tout à l'heure, et l'infirmière a annoncé à la patiente les médicaments administrés donc, au lit du malade. Donc, au moment de déblistériser les médicaments, l'infirmière se souvient que Madame YU ne prend pas d'anticoagulants. En fait, c'était une patiente qui était connue. L'infirmière connaissait donc sa patiente et se souvenait qu'il n'y avait pas d'anticoagulant pour elle. Donc, l'infirmière consulte le dossier de soins de Madame YU et constate son erreur. Et donc c'est une erreur potentielle puisque l'administration a bien eu lieu pour les bonnes personnes au bon moment. Est-ce que c'est clair ou vous voulez plus d'explications? Alors pour nous, c'est Oui, clair. pour nous, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on l'a lu plusieurs fois déjà. Donc, Mais c'est pas facile à suivre. c'est facilitant pour nous. C'est vrai que n'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin de plus de précision. N'hésitez pas à intervenir. Hein. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de message, voilà, en tout cas. Donc, alors, je vais laisser la parole à Alizé Allemand, donc, qui est étudiante et qui a travaillé sur le sujet. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que c'est un sujet qui a mobilisé beaucoup de personnel. Donc, je trouvais intéressant que chacun apporte un petit peu son point de vue sur cet événement. Donc, Alizé va vous expliquer donc l'analyse des causes et puis un petit peu sans doute son expérience vis-à-vis de cette méthode Alarme E. Donc, qui a été réalisée donc, en présence donc, d'un cadre coordinateur, de Paul, de 3 infirmières, 2 personnels médico-techniques, donc les 2 étudiantes, un personnel du service qualité et un représentant des usagers. Je sais pas, vous m'entendez? Ah, j'ai appuyé sur un... Si, ça va. On vous entend, mais oui, n'hésitez pas à super. parler. Ouais. Alors, comme Mickaël l'a dit, donc il y a eu une réunion pluridisciplinaire où en fait on a analysé les causes de ce presque accident. Donc on a soulevé les 7 facteurs abordés donc, dans la méthode Alarme, à commencer par le facteur patient. Donc ce qui a été repéré, c'est qu'effectivement les pathologies des 2 patientes étaient identiques. Les 2 présentaient une décompensation cardiaque et leurs traitements médicamenteux sont quasiment identiques. Donc, comme on l'a vu, donc elles ont le furosémide, le ramipril et le bisoprolol. Et il y a juste pour la patiente en chambre 322 qui avait aussi un anticoagulant Eliquis. Ensuite, au niveau facteur des professionnels, donc on a repéré qu'effectivement l'interruption de tâche était un facteur très impactant dans ce presque accident. Ensuite, le facteur équipe. Il n'y a pas de personnel dédié pour répondre au téléphone lors de l'administration des médicaments par les infirmiers. Et l'équipe était réduite parce que c'était aux alentours de midi, donc ils étaient partis manger. Ensuite, au niveau des tâches à accomplir, encore une fois, l'interruption de tâches en raison de l'appel téléphonique est un facteur qui vraiment est impactant. Ensuite, le logiciel également qui permet de visualiser les prescriptions ne permettait pas justement de visualiser facilement et rapidement l'ensemble des traitements à administrer par les techniciens. Et il n'y avait pas d'accès au logiciel d'aide à l'administration par les techniciens de laboratoire de l'établissement. Au niveau de l'environnement de travail, donc le contrôle des médicaments à administrer dans le couloir du service, c'est impactant en fait parce qu'en fait il y a des passages fréquents, donc là aussi un peu interruption de tâches et puis aussi le focus qui se fait ailleurs et donc un peu de bruit et de vie quoi. Au niveau de l'organisation et du management, donc il n'y avait pas d'organisation prévue pour gérer les interruptions de tâches lors des activités dites à risque pour les infirmiers. Donc là, clairement, l'administration des médicaments, ça pouvait être une activité à risque. Et également, la vérification de l'identité des patients est réalisée partiellement. Au niveau institutionnel, ce qui a été relevé en facteur, c'est
les risques liés aux interruptions de tâches des infirmiers qui ne sont pas évalués au sein de l'établissement et qui n'étaient pas évalués à ce moment-là. Je vais laisser la parole à Serge Richard pour la suite. Alors, concernant les barrières de prévention, on a constaté qu'il y avait quand même un double contrôle des piluliers par la pharmacie hospitalière lors de la délivrance journalière individuelle et nominative. La règle des 5B qui est partiellement la barrière un petit peu sautée, dirons-nous. Identification, reconnaissance des médicaments par le reconnaissement unitaire des doses administrées, qui a bien marché, et l'explication du traitement des médicamenteux aux patients avant l'administration. La barrière de récupération, c'est la connaissance des patients et l'expérience, c'est vérification des traitements avant l'administration. C'est une barrière qui a bien fonctionné, sachant que souvent les patients dans les services de cardiologie ou autres sont des patients qui reviennent souvent, donc les infirmières les connaissent. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que l'identitovigilance tout n'a pas été fait correctement au niveau de cette barrière. C'est toi, non ? Voilà, donc concernant le plan d'action, nous avions entre-temps eu une information, c'est que nous avions réalisé donc un état des lieux au sein de notre établissement pour savoir un petit peu où se situaient les interruptions de tâches. Il faut savoir que chez nous, donc 57% des interruptions de tâches se produisent lors de la préparation des médicaments. Et souvent, les interruptions de tâches sont causées soit par les infirmiers eux-mêmes, par les aides-soignants, 14% par les patients. Donc, majoritairement, c'est par les infirmiers et aides-soignants. Et les interruptions de tâches se produisent chez nous majoritairement dans les couloirs des unités de soins, là où les infirmières préparent les médicaments qu'elles ont reçus par la pharmacie. Alors, les principales causes, c'est surtout une recherche d'informations. Alors, c'est souvent le téléphone. Donc, c'est grâce à cette observation qu'on avait constaté que le téléphone était un facteur important d'interruption de tâches. Beaucoup de recherche d'informations ou de manque de matériel ou de médicaments qui obligent souvent le personnel soignant à interrompre son activité pour aller chercher des médicaments ou autre matériel médical. Donc, les trois actions qui ont été identifiées par le groupe, j'insiste, c'est eux qui ont trouvé ces actions-là. La première étant d'identifier les activités considérées à risque pour lesquelles les infirmières ne doivent pas être interrompues. Alors, c'est vrai que dans tous les hôpitaux, on travaille sur les interruptions de tâches, c'est extrêmement compliqué. Alors, on s'est plus attaché dans un premier temps à travailler sur les interruptions liées au téléphone, qui est déjà une base. Et ça nous permettra éventuellement de poursuivre nos actions sur des interruptions de tâches un peu plus globales. En tout cas, donc, elles ont décidé d'identifier des activités à risque. Elles en ont identifié 3 pour lesquelles donc elles donnent le téléphone à une personne dédiée dans le service. Donc, nous avions mis en place un service pilote pour ça, donc qui concernait la médecine. Ensuite, nous souhaitions décrire l'organisation à mettre en place pour limiter les interruptions de tâches, tout simplement aussi que ces activités à risque soient bien identifiées au niveau de toute la chaîne hiérarchique de l'hôpital jusqu'au médecin, de façon à ce qu'ils puissent savoir que parfois le téléphone, les infirmières ne pouvaient pas répondre au téléphone. Donc, c'était quelque chose qu'elle nous avait évoqué. Donc, on va décrire cette organisation pour qu'elle soit bien connue de tous. Et ensuite, il y aura 2 phases de communication, une phase de communication après la période test et puis une phase de communication auprès des équipes pour rappeler les bonnes règles de pratique d'administration. Évidemment, donc, ce plan d'action, comme je vous l'ai dit, c'est quand même un domaine assez complexe, donc il sera réévalué à 6 mois par un deuxième audit observationnel et voir s'il y a du changement.
Donc, les avantages et les inconvénients, donc notre représentante des usagers vous en parlera. Nous, on a différencié les usagers et les professionnels. Bon, pour les usagers, c'est surtout une implication et une participation donc de rencontres avec les professionnels hein, qui est important. C'est vrai que ça fait partie de notre projet des usagers. Hein. On essaye que nos représentants des usagers participent aux instances de l'établissement, mais participent également aux évaluations que nous faisons dans les services. Alors, ils participent parfois aux analyses d'événements indésirables, mais tout dépend des analyses, bien entendu, c'est pas à chaque fois. Alors, il est plus difficile de faire intervenir le patient concerné par un événement, c'est souvent plus un représentant des usagers qui intervient. Donc, il propose des actions d'amélioration, bien entendu, et on profite également de ce regard extérieur hein, quand on doit analyser un événement, ce qui est toujours intéressant. Les professionnels, donc, ce qui était intéressant, ce sont les échanges. Hein, c'était vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, un groupe pluriprofessionnel. On a été aidé par cette méthode structurée, hein, qui est Alarme E, plus les documents fournis par CAPS Bretagne, hein, qui étaient vraiment très, très structurés et très bien adaptés pour un travail en groupe. Et ensuite, l'analyse des barrières qui a aussi permis, c'est pas quelque chose qu'on faisait systématiquement, mais qui a permis d'avoir une plus grande réflexion sur les pratiques. Voilà. Pour les usagers, la méthode peut paraître parfois un peu complexe, surtout quand on arrive aux facteurs. C'est pas toujours facile de toujours tout comprendre. Pour les professionnels, c'est toujours une méthode toujours chronophage. C'est évident quand on essaye de réunir tout le monde, c'est toujours sur le temps des soins. Et puis, pour mettre en place cette méthode, il faut tout de même un accompagnement de la cellule du service qualité qui est quand même indispensable pour les équipes. Voilà. Je vais passer la parole à notre représentante des usagers, Madame Pichon. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Alors pour le moment, il n'y a pas de questions sur le fil de discussion. Alors, ici, avant d'aller plus loin, parce qu'il reste encore quelques diapos, peut-être que vous pouvez les dérouler après l'intervention de Madame Pichon. Oui. Comme ça, voilà, ça permettra de faire des questions. Bonjour à tous les éléments. Bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine. Donc, je suis membre de la commission des usagers depuis 2014 sur la Chia Clermont-Tonnerre. Donc, je suis infirmière militaire dans un établissement de santé type médecine du travail au profit des militaires. Donc concernant cette analyse, je n'ai pas participé à la première réunion où il y avait la chronologie des faits. J'ai participé à la réunion, à l'élaboration du plan d'action, donc au cours de laquelle j'ai pu m'exprimer librement mes opinions, mes idées, et au vu de mon expérience personnelle et professionnelle, mon avis et mes opinions ont été pris en compte par l'équipe. Ce que je trouve important, c'est que moi, j'apporte un regard extérieur par rapport aux équipes impliquées. Donc, ce qui est intéressant. Ensuite, donc, je suis tenue informée de l'évolution du plan d'action, et j'espère que ce projet pourra être présenté à la prochaine CDU, à l'ensemble des usagers de la Chia. Sinon, donc, nous, en tant que membres de la CDU, nous sommes sollicités régulièrement pour participer à des évaluations type donc méthode d'observation, parcours traceur, patient traceur, et également donc aux différents comités de la Chia, donc style le CLIN, le comité d'identito, donc c'est très très intéressant. Ouais. Voilà, donc je reprends le micro. Donc pour aller plus loin, eh bien, nous avons évoqué la dimension identito-vigilance aussi, comme la première présentation,
qui peut-être est à approfondir, hein, notamment sur les règles de bonne pratique. Donc, il y aura un audit de pratique qui va être réalisé dans notre établissement, hein, donc concernant l'identito-vigilance primaire et secondaire. Et il y aura des formations internes qui seront réalisées par le référent de l'établissement, le référent identito-vigilance. Donc, ça a déjà été commencé, donc pour tous les professionnels. Ensuite, dans cette démarche-là, donc ce qu'on a vu, hein, c'était vraiment un événement qui était lié à une interruption de tâche. On a voulu essayer de voir la dimension qualité de vie au travail et savoir également ce que l'augmentation de la charge mentale pour les soignants, ce que cela engendrait en fait. Donc pour cela, on a réalisé une carte d'empathie. Alors, à la base, c'est pas un outil spécifiquement qualité, hein, c'est un outil visuel, hein, qui permet de recueillir le ressenti des utilisateurs, des professionnels. Et ça nous a permis, avec cette question, de savoir un petit peu comment les soignants ressentaient ces interruptions de tâches, qui sont vraiment un événement qui est tout le temps mis en avant par les soignants. Hein, c'est quelque chose qui les impacte beaucoup durant leurs soins. Donc cette carte d'empathie, cette question, et puis 2 questions principales à la fin, c'est qu'est-ce qui les gêne réellement, de quoi ils ont peur vraiment lorsqu'ils sont interrompus dans une tâche, et surtout si ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qu'ils feraient pour mettre en place, pour limiter ces interruptions de tâches. Voilà, donc en conclusion, nous, les interruptions de tâches, on a vraiment vu que ça a impacté doublement la prise en charge de nos patients. Donc, évidemment, avec l'augmentation de la survenue des événements désirables, ça c'est une évidence. Et puis, surtout, le deuxième aspect qui était donc en limitant la qualité de vie au travail de nos professionnels. Et donc, comme toute méthode, hein, d'autant plus pour cela, il faut vraiment mesurer l'efficacité des actions et puis pour limiter justement la charge mentale des professionnels.